Ok, rebonjour à tous et à toutes. Du coup, on va entamer cette session. On a pris un peu de retard parce que la session précédente, voilà, on a empiété un peu sur le temps à cause de gens qui ont dépassé leur temps et j'en fais partie. Donc voilà, je vais me blâmer moi-même. On a donc dans cette session, en fait, on a deux personnes qui vont nous présenter des communications. On a juste Marie-Alix Molinier qui ne sera pas là, qui s'excuse. Mais donc on aura Camille Mortelette qui nous présentera quelque chose sur l'ancrage territorial du Louvre-Lens et Mogib El Rahman Abouamer, je le prononce bien, qui nous présentera quelque chose sur l'empreinte de l'ancienne maison de l'Opéra du Caire sur le territoire, dans le cadre d'une session qui est donc consacrée à l'ancrage des lieux culturels dans les territoires et dans les mémoires. Donc d'abord, on va donner la parole à Camille Mortelette, qui est donc docteur en géographie, qui est actuellement postdoc, donc en contrat postdoctoral à la chaire pour les transitions métropolitaines de Lille, qui s'appelle Métroforum, et qui va donc nous présenter des éléments à partir d'une thèse qu'elle a fait sur le Louvre-Lens, qui va porter donc sur l'ancrage territorial du Louvre-Lens et son contre-exemple local, qui est culture commune. Merci Séverin. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis docteur depuis 2 ans, mais je profite de l'occasion ici qui m'est donnée pour réinterroger à nouveau frais, on va dire, mon terrain de recherche à partir de concepts et de notions qui n'ont pas du tout été les miennes pendant ma thèse. Mes réflexions sur l'ancrage territorial, elles ont commencé de manière très inductive à l'occasion d'un contrat que j'ai eu hors milieu académique dans une association, une tête de réseau régionale, et où je me suis rendu compte par plusieurs aspects qu'elle travaillait son ancrage dans la région, à la fois dans la transition, dans le passage de Nord-Pas-de-Calais, Picardie à Hauts-de-France, mais aussi par le maillage qu'elle mettait en place, par le maillage territorial qu'elle mettait en place. Et voilà, sans jamais l'avoir formalisé, ça a été le début de mes réflexions. Et puis l'appel à communication pour ce colloque m'a poussé à formaliser un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas très... C'est assez foisonnant encore et j'ai essayé d'asseoir certaines choses pour aujourd'hui, mais voilà, comme c'est quelque chose de nouveau pour moi, j'ai l'impression d'être à nouveau en première ou en deuxième année de doctorat. C'est à la fois très agréable et très désagréable. Voilà. Donc j'espère que vous serez gentils avec moi dans les questions. Mais j'attends beaucoup des questions aussi. Donc je suis docteur en géographie, j'ai soutenu il y a 2 ans et j'ai fait ma thèse sur les anciens sites miniers du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Je dis Nord-Pas-de-Calais parce qu'il n'y a pas de mine en Picardie, donc je ne vais pas parler des Hauts-de-France. Et leur reconversion en lieu culturel. Il y avait 4 cas d'études que vous voyez s'afficher derrière moi, alors d'ouest en est, culture commune à Los-Angoël, le Louvre-Lens sur la fosse Neuve de Lens, pas très loin du stade Bollaert, dont je vais parler aujourd'hui, mais il y avait également le Métaphone, qui est une scène de musique actuelle à Wany, sur le site du 99 bis, et Wallers, la Creative Mine sur la fosse Arambert à Wallers, qui est un site dédié à l'image. Vous savez peut-être que ça a été sur ce carreau de mine qu'a été tourné, par exemple, le film Germinal dans les années 90. Donc le propos de la thèse, c'était de la mise en miroir entre les choix stratégiques de l'action publique locale, de développer les politiques culturelles locales par les équipements culturels et par la patrimonialisation, avec l'appropriation habitante. Pourquoi cette focale ? Parce qu'on est dans un territoire un peu particulier, celui du bassin minier, où la population est depuis de longue date associée à un non-public par excellence, à partir d'un constat de pratiques culturelles dites légitimes, en moyenne assez faibles localement. Alors bien sûr, l'idée n'est pas ici de dire qu'il n'y a pas de pratiques culturelles dans le bassin minier, bien loin de moi cette idée. On sait tous très bien depuis de nombreux travaux en sociologie culturelle que les groupes ouvriers, que les classes ouvrières ou les groupes populaires ont des pratiques culturelles propres, qui leur sont propres et qui sont développées. Mais il est vrai qu'il y a assez peu de cadres en moyenne dans le territoire du bassin minier, qu'on a affaire plus à une population d'ouvriers, d'employés.
Et que quand je parle de pratiques légitimes, bon, j'imagine que vous le savez tous, mais au cas où, je précise, c'est aller au théâtre, aller à l'opéra, aller au musée, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de Culture Commune, qui est une scène nationale depuis 2000, mais qui existe depuis 1998, qui est située sur un carreau de mine, celui du 11-19, et du musée des Beaux-Arts du Louvre-Lens. En partant de la question, sont-ils deux équipements culturels antagonistes, comme c'est un peu l'idée, enfin c'est un peu l'idée que j'aimerais mettre en question aujourd'hui. Donc on a des dates de création qui sont assez différentes, 1998 pour Culture Commune, 2012 plus récent pour le Louvre-Lens, des statuts qui sont différents. On a une association intercommunale pour Culture Commune et un établissement public de coopération culturelle pour le Louvre-Lens. Ceci dit, en termes de gouvernance, ça les rapproche peut-être un peu, on reviendra là-dessus. En termes d'intégration urbaine, on est sur de la requalification friche minière pour Culture Commune. Je vais même vous montrer quelques photos. Oui, requalification pour Culture Commune et de la démolition-reconstruction pour le Louvre-Lens, en sachant que le site qui accueille le Louvre-Lens est un site minier qui est fermé depuis 1960, qui a été en friche pendant une vingtaine d'années et qui a été reconverti en parc d'activités dans les années 80. Et il restait malgré tout ce qu'on appelle le bâtiment des douches ou le bâtiment des pendus, parce qu'on suspendait les habits des mineurs à des fils, etc. C'est assez imagé comme façon de dire les choses. Donc il restait ce bâtiment qu'on a démoli au tout début des années 2000, entre 2004 et 2009, quand on a décidé que le Louvre-Lens serait à Lens. Voilà. En termes de rayonnement, Culture Commune, c'est un équipement qui est certes scène nationale, mais qui a un rayonnement plutôt régional. Quant au Louvre-Lens, évidemment, c'est la marque du Louvre qui est réputée à l'international, et donc qui est un équipement qui est plus à même d'attirer des visiteurs, des usagers de Belgique, d'Angleterre, mais aussi du Brésil et du Japon, comme j'ai pu en rencontrer pendant mon terrain de thèse. Et enfin, en termes de rôle, on est aussi sur des rôles assez différents. Donc une fabrique théâtrale pour Culture Commune, et qui a été labellisée scène nationale, je vous l'ai dit, et un musée des Beaux-Arts. Donc en termes de rôle social, on est sur deux choses différentes. En termes de rôle économique, et j'y reviendrai également, évidemment, c'est très différent également. En termes d'idéologie de la culture, donc plutôt démocratisation de la culture, parce que création pour Culture Commune est référencée comme de qualité excellent par la labellisation qu'elle a obtenue, et démocratisation de la culture plus pour le Louvre-Lens, mais avec dernièrement un petit regard, un petit pas en direction de la démocratie culturelle, notamment sous l'impulsion de la responsable des publics, qui est aujourd'hui directrice de la stratégie. Alors pourquoi interroger l'ancrage territorial de ces équipements? Eh bien, d'abord par l'envie de réinterroger une opposition un peu binaire et peut-être simpliste, je ne sais pas, entre un équipement peut-être plus perçu comme endogène, plus intégré au territoire et davantage assimilé à lui, donc Culture Commune, et un équipement davantage exogène, donc extérieur au territoire, celui du Louvre-Lens. Pourquoi cette opposition un peu présentée comme ça d'emblée? Parce que le Louvre-Lens s'inscrit dans une généalogie de projets urbains assez bien identifiés. Cette généalogie qui fait référence à l'installation, l'ouverture du musée du Guggenheim à Bilbao à des fins de renouveau territorial et de relance économique d'un territoire post-industriel en déclin. Et le Louvre-Lens est assez visiblement dans cet esprit, dans cette généalogie de projet. Pour autant, le Louvre-Lens, dès son ouverture, a été présenté comme le musée du bassin minier, comme le musée de la population du territoire et comme un acte de réparation pour une population qui avait grandement souffert de la fermeture des mines, d'un passage mal géré à l'après-mine et qui souffre depuis plusieurs années d'handicap devenus structurels, de chômage ou de problématiques socio-économiques, mais aussi de santé. Voilà.
Et donc, voilà, quand par exemple Daniel Percheron, l'ancien président de région, disait dans le dossier de presse à l'ouverture, à l'inauguration du Louvre-Lens, justice est enfin rendue à la population locale avec l'arrivée du Louvre-Lens. Donc il y a toute une mise en récit de ce projet qui est assez intéressante à décortiquer. Et donc voilà. Est-ce qu'on est face à une marque internationale ou un équipement qui arrive à s'insérer dans un réseau d'acteurs régional et mais aussi dans une fréquentation régionale? Est-ce qu'on est face à un équipement parachuté d'une antenne parisienne ou est-ce qu'on arrive véritablement à un musée du bassin minier? Sachant que moi, dans ma thèse, je me suis inscrite dans un cadre théorique dans un cadre théorique qui est fortement critique pour ces équipements culturels qu'on place dans des quartiers marginaux ou dans des territoires post-industriels qui sont souvent associés à des coquilles vides ou à des enclaves. Et donc, je fais la comparaison avec culture commune pour peut-être réinterroger les évidences d'équipements endogènes face à un équipement exogène. Entièrement endogène ou entièrement exogène. Voilà. Alors, comment moi je comprends l'ancrage territorial ou comment je décide, on va dire, de l'analyser? C'est comme une relation dynamique entre un objet d'une part et le territoire d'autre part. Dynamique pour deux raisons. D'abord parce que je tente de m'inscrire dans une perspective diachronique, donc de voir les choses évoluer sur un temps assez long. Le Louvre-Lens maintenant a été ouvert depuis 2012, donc presque 10 ans. Ça permet de jeter un regard en arrière sur un temps raisonnablement long, on dira. Et puis Culture Commune, 98, il y a eu aussi beaucoup de choses écrites sur Culture Commune, donc ça permet de prendre pas mal de recul. Et puis l'ancrage aussi comme une relation réciproque, donc entre un objet et un territoire compris comme un espace matériel, mais aussi comme un espace idéal, qui ne va pas être une simple matrice. Donc ce n'est pas l'ancrage, juste analyser comment l'équipement se comporte, on va dire, dans le territoire, mais aussi comment le territoire reçoit l'équipement et comment il l'accueille, comment il l'accompagne, comment il tente de le retenir. Et donc matériel, parce que je vais m'intéresser à des questions d'intégration urbaine et de maillage territorial, et idéal, en m'intéressant à un prisme actoriel et politique autant que discursif et symbolique. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est celle de la place des publics, même si on voit qu'on essaye d'en revenir depuis ce matin, mais pour autant, voilà, c'est une idée aussi à garder en tête, puisque la population du bassin minier est désignée comme un non-public par excellence, c'est donc un public à conquérir, et on va voir que dans certains cas, on passe de cette conquête à un esprit plus collaboratif, une fois qu'on a estimé qu'on les avait conquéris, ou alors peut-être que la collaboration, c'est un moyen de conquérir également, je ne sais pas. Alors, le Louvre-Lens est un objet désirable à conquérir et à retenir. Je vais d'abord m'intéresser à comment le territoire accueille pour ensuite voir comment l'objet s'inscrit. Donc il y a eu une gouvernance et une coordination d'acteurs locaux qui s'est fait ad hoc, qui a été montée exprès pour accueillir le Louvre-Lens. Ça s'est fait avant même l'ouverture du musée, avec la création en 2009 d'une association qui s'appelle Euralens, sur le modèle d'Euralille. Je ne sais pas si ça vous parle, mais l'idée c'est bien de montrer la dimension Eura, donc internationale, de l'objet Louvre-Lens. Et Euralens est une association qui doit servir, grâce à la labellisation et à l'émergence de projets dits de qualité, à favoriser le Louvre-Lens comme étant une turbine pour le territoire, comme étant la locomotive pour faire aller l'arrondissement lensois de l'avant. Et donc faire en sorte que le Louvre-Lens puisse puisse accompagner l'émergence de projets et d'une relance économique sur le territoire. Il y a également la marque territoire autour du Louvre-Lens qui a vocation, elle, à développer le bassin minier comme une destination touristique. Alors là, on dépasse l'arrondissement lensois, on va juste de Béthune jusqu'à Valenciennes à peu près, en incluant même des villes qui ne sont pas dans le bassin minier, comme celle d'Arras par exemple. Mais donc voilà, il y a une coordination d'acteurs locaux qui s'est mise en route à partir de avant même l'arrivée du Louvre-Lens. Et puis on a une gouvernance d'acteurs spécifique et qui montre l'intégration
qui montre l'envie du territoire pour une intégration du musée. Comme c'est un EPCC, vous avez une forte part du conseil régional, de la communauté de communes, d'agglomération, pardon, et du département qui sont présents dans le conseil d'administration. Et vous avez bien sûr un conseil régional qui a été un des plus grands financeurs de la construction du musée, à hauteur de 60%, et qui continue d'être le plus grand financeur en termes de fonctionnement, donc annuel, toujours à hauteur entre 50 et 60% selon les années. Donc c'est quand même, ça montre quand même la force de la coalition locale sur le plan actoriel. Il y a eu aussi le fait de faire de l'arrivée du musée une fête, à la fois au moment où le choix de la ville de Lens a été opéré en 2004, et depuis régulièrement on a fêté l'inauguration, on a fêté la pose de la première pierre, on a fêté l'inauguration, et tous les ans il y a une fête pour rappeler que le Louvre-Lens est arrivé à Lens. Et donc on a des dimensions symboliques assez fortes de l'intégration du musée du Louvre-Lens au territoire, notamment par la mise en récit. Et là je ne résiste pas au plaisir de vous montrer 2 photos complémentaires. La première, c'est celle qui est le plus en haut, c'est une affiche qui a été éditée par la ville de Lens en 2004, au moment où Lens était candidate, donc c'était avant qu'on sache le résultat, avec, vous voyez, le clin d'œil à la pyramide du Louvre en vert, et puis le terri en charbon, pour dire la culture, c'est dans notre nature. Je ne vais pas trop expliciter les métaphores, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Et puis une photo qui me plaît peut-être encore plus, pendant l'inauguration, où vous avez le président de la République de l'époque, François Hollande, accompagné de la ministre de la Culture. Vous avez Daniel Percheron, qui est un peu coupé. Vous avez Henri Loirette, qui était le président du musée du Louvre à l'époque. Et vous avez l'ancien maire de Lens, qui est aujourd'hui décédé. Et puis un mineur en bleu de travail, quand bien même toutes les mines sont fermées depuis 1990. Et derrière, la liberté guidant le peuple, parce que bien sûr, ouvrir le Louvre à Lens, c'est apporter des trésors de la nation dans le bassin minier. Il me reste 5 minutes, formidable. Et donc dans ma thèse, que je vous incite à lire, je regarde aussi l'intégration matérielle, l'intégration urbaine du Louvre dans la parcelle dans laquelle il s'inscrit, en parlant de réactivation de centralité, puisque c'était un ancien lieu de travail, en montrant comment, sur le plan spatial et temporel, le Louvre-Lens peut aussi fonctionner comme une enclave, notamment parce qu'il y a des portes qui ferment à certaines heures et qu'on ne peut pas traverser la parcelle par rapport à auparavant. Voilà, mais du coup, je ne vais pas insister là-dessus. Et donc, culture commune serait-ce en regard un équipement culturel qui est plutôt de l'ordinaire. Donc, c'est un outil de coopération intercommunale depuis sa création en 1998, qui est très revendiqué par l'ancienne direction de la Fabrique théâtrale, mais assez peu par les élus locaux. Quand bien même, également, le conseil d'administration est essentiellement composé d'élus locaux des communes partenaires. Mais c'est par contre un équipement symbolique dès sa création, notamment sous l'action de Marcel Caron, le père de Jean-François Caron, l'inénarrable maire de Los-Angeles que vous connaissez peut-être, à la fois en étant un objet de requalification d'une friche minière qui a fermé en 87 et qui a très vite été requalifiée en lieu culturel, mais aussi un outil de réconciliation pour la population locale avec son passé ouvrier. Et j'en parlerai un peu plus juste après. Et enfin, un rôle politique important dans différentes scènes de l'action publique locale notamment. Mais là, à nouveau, c'est pas tant le territoire ou c'est pas tant les élus locaux qui font cet effort, mais c'est plutôt l'ancienne directrice et puis le nouveau directeur qui a repris un peu le flambeau de se mettre dans différentes scènes, que ce soit au moment de l'inscription à l'UNESCO, que ce soit au moment de l'arrivée du Louvre-Lens, que ce soit dans aussi les tentatives d'inscrire Los Angeles dans une dynamique de développement, développement durable. Pardon. Et donc en retour, quelles sont les tentatives pour ces équipements culturels pour s'arrimer au territoire. Alors je parle de vaisseau parce que c'est un mot qui a été prononcé par un acteur en entretien, en disant le Louvre-Lens était déjà considéré comme un ovni à son arrivée. Alors du coup la question c'est peut-être pas tant
qu'est-ce qu'on fait pour l'accueillir, mais comment on fait pour qu'il arrive à s'arrimer véritablement au territoire. Et donc j'ai observé sur le temps long des politiques muséales de plus en plus volontaristes. D'abord au niveau de l'accueil des publics. Alors, moi j'ai un point de vue assez critique sur l'accessibilité du musée pour les habitants du bassin minier, avec un retour interrogatif peut-être sur la gratuité de la Galerie du Temps, mais aussi sur la scénographie choisie. Pour autant, il y a des efforts de médiation qui sont faits, notamment auprès de publics spécifiques, auprès des scolaires, auprès de structures médico-sociales, auprès d'établissements pénitentiaires également. Il y a une équipe de 16 médiateurs, ce qui est assez important, et il y a une véritable envie, notamment depuis l'arrivée de la nouvelle directrice en 2017, de s'ouvrir davantage aux spécificités de la population locale. Ça se fait également par la programmation et les liens aux équipements culturels du territoire. Il n'est pas rare que des spectacles prévus par la mairie de Lens ne se jouent pas uniquement au Colisée, qui est la scène, qui est l'équipement municipal, mais qui se jouent aussi à la scène du Louvre-Lens, parce que le Louvre-Lens bénéficie d'une salle de spectacle, mais aussi des résonances avec d'autres établissements à rayonnement régional du Nord-Pas-de-Calais, que ce soit la condition publique à Roubaix ou les équipements un équipement de danse à Villeneuve-d'Ascq, etc. Par la programmation également, parce que depuis également l'arrivée de la nouvelle directrice, il y a un effort pour faire de certaines expositions des caisses de résonance de l'identité territoriale du bassin minier, avec une exposition sur la Pologne. Vous savez qu'il y a une immigration polonaise qui était assez forte dans le bassin minier, avec une exposition qui va s'appeler Soleil Noir, qui fait évidemment référence au noir, le charbon, etc. Voilà. Et puis vous avez en photo l'exposition sur les objets des aficionados du RCL qui a eu lieu en 2016. Voilà. Et enfin, le nouveau projet scientifique et culturel de 2020, donc que je n'ai pas interrogé dans ma thèse puisque je l'ai soutenu en 2019, mais que j'ai analysé depuis comme un dispositif d'ancrage, et je pose la question d'une évolution vers un an 2 du musée, puisque, pour en dire deux mots très rapidement, le nouveau projet scientifique et culturel, il s'est fait en concertation avec des usagers et avec des riverains du musée. Il me reste 1 minute. Et donc, en regard, culture commune, un équipement qui, lui, va être plutôt peut-être militant. Vous voyez qu'il y a moins d'efforts de la part des acteurs locaux pour intégrer culture commune dans du quotidien ou dans des projets ou dans des partenariats, etc. En revanche, culture commune est un équipement qui, historiquement, fait cet effort de manière très intense. Avec une médiation au plus proche des habitants, notamment des riverains, avec des médiateurs qui vont faire du porte-à-porte, qui vont venir prendre le café avec les riverains et qui ne vont pas forcément compter leurs heures dans leur métier, et qui vont le faire de manière un peu peut-être innovante en regard d'autres équipements culturels. Il y a une vocation citoyenne forte et constitutive des missions de l'équipement au quotidien, à travers la programmation, à travers les événements qu'ils vont pouvoir créer. Alors il y avait Elisabeth et Anne qui avaient organisé un colloque en 2016 sur la co-construction patrimoniale, auquel j'avais participé, et j'avais présenté un dispositif assez innovant, initié par Culture Commune, en lien avec un bailleur social, en lien avec le label Pays d'Art et d'Histoire Lens-Liévin, de médiation ou de co-construction de la médiation patrimoniale d'une cité minière en particulier. Et c'est un objet politique et militant qui tente de mailler le territoire. C'est une association qui est intercommunale, avec une fabrique culturelle, une fabrique théâtrale qui est sur le site 11-19, mais les représentations vont se faire dans différentes salles communales assez peu utilisées des communes qui sont adhérentes de l'association. Et puis vous avez la SMOB, qui est un dispositif que vous connaissez peut-être, la scène mobile, qui sert à aller au plus près des habitants du territoire, qui sont des publics éloignés de la culture et parfois éloignés des mobilités également. Donc ça, c'est peut-être intéressant à interroger.
Et puis, il y a un rapport intime et revendiqué, voire revendicatif à la mine comme marqueur identitaire et à la condition ouvrière, notamment dans les programmations et dans les dispositifs qui sont construits avec les habitants. Et donc, ma question, je suis allée très vite du coup, mais ma question finale, il y a eu un article dont on a parlé en début d'après-midi, celui de Bernard de Barbieux sur les métaphores d'arrimage, d'ancrage, d'enracinement, et où il invite à raviver les métaphores, à les expliciter davantage. Et donc, je me suis posé la question d'un territoire nourricier qui est nourri en retour, nourricier pour les équipements culturels, qui est nourri en retour par ces équipements. Et en fait, avec cette grille d'analyse, j'ai l'impression que le Louvre-Lens, finalement, il est peut-être un peu plus intégré, étrangement, ou un peu plus ancré territorialement que culture commune, alors que, a priori, j'avais plutôt envie de formuler l'hypothèse inverse. Alors, peut-être qu'on peut dire qu'ils établissent des réciprocités spécifiques qui leur sont propres avec le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Peut-être que l'ancrage territorial, c'est peut-être pas la bonne notion pour les interroger, parce que ça met ensemble des choses peut-être assez peu comparables. Peut-être aussi qu'il ne faut pas oublier le paradigme économique fort dans lequel s'inscrit le Louvre-Lens. Et peut-être qu'on peut se poser la question, enfin en tout cas de voir si l'inscription territoriale ou les volontés d'ancrage du musée du Louvre-Lens ne sont pas un moyen d'attirer des visiteurs en leur proposant des visiteurs autrement, en leur proposant une expérience de visite autre, une expérience de visite un peu plus peut-être expérientielle, comme c'est à la mode aujourd'hui. Et voilà, et moi il y a une notion qui est assez ancienne maintenant, qui date plutôt des années 90, mais que j'ai découverte aussi assez récemment, étrangement, c'est la commodification de la culture. Alors c'est la commodification de la culture, c'est notamment David Harvey qui l'utilise. Et qui est de dire, la commodification de la culture, c'est quand on l'utilise à des fins plutôt commerciales. Et voilà. Et je me disais que l'ancrage territorial du Louvre-Lens était peut-être comparable à l'ancrage territorial de certaines firmes internationales qui essaient de montrer patte blanche dans un territoire pour mieux s'y intégrer, mais voilà, enfin, du coup, là, ma fin est un peu confuse et je m'en excuse un peu, mais il y a à la fois une volonté assez nette de démocratisation culturelle et de décentralisation culturelle qui est tout à fait honnête et qui est tout à fait, justement développé par l'équipe muséale, mais on voit bien que le paradigme économique rattrape aussi le musée, et voilà. Je finis là-dessus, ça finit peut-être en queue de poisson, mais j'attendrai vos questions pour peut-être aller un peu plus avant dans la réflexion. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, on va enchaîner sur la deuxième présentation, si on arrive à refaire marcher le projecteur qui s'est éteint subitement tout à l'heure, donc on va voir ce que ça donne. Donc en attendant, je crois que c'est mon rôle en tant qu'animateur de meubler, si j'ai bien compris, lorsqu'il y a des transitions qui prennent un peu de temps. Donc, juste après, on va donc avoir une deuxième présentation qui... ça remarche ou non? Ok, bon. Donc, on va donc avoir une deuxième présentation qui va être une présentation de Mogi Belrahman Aboamer, donc qui est docteur en architecture, écrivain aussi, si j'ai bien compris, qui est donc chercheur associé au laboratoire MHA, qui enseigne également à l'école d'architecture de Grenoble et qui va nous présenter une étude de terrain sur l'empreinte culturelle de l'ancienne maison de l'Opéra du Caire sur son territoire. Et est-ce que du coup c'est reparti ou... Ok, donc du coup il faut faire le changement de PC à Mac et donc voilà du coup. Alors
Oui, donc du coup, je vous rappelle que nous sommes dans une session sur l'ancrage des lieux culturels dans les territoires et dans les mémoires, avec du coup, voilà, avec une entrée qui est donc une entrée équipement, qui s'est retrouvée à la fois par le Louvre-Lens, par Culture Commune, et donc là un autre équipement qui sera l'Opéra du Caire, l'ancienne maison de l'Opéra du Caire. Alors oui, théoriquement, le Mac marchait tout à l'heure. Alors, peut-être que s'il y a un temps de préparation, on peut commencer à prendre des questions dans ce cas pour la première intervention. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Par contre, je ne sais pas qui s'occupe du micro, s'il y a encore quelqu'un qui s'occupe du micro. Ah non, mais c'était pour le passer à la personne qui était... Il est coincé dans la chaise. Non, c'était juste une remarque par rapport à... Ça a tiqué dans mon esprit quand j'ai vu la photo que vous avez présentée du Louvre-Lens, qui prend en configuration Lens de l'espace urbain avec les terrils, mais qui ne prend pas en considération le stade Bollaert. Et en fait, toute la spécificité du terrain, donc voilà, je pars de ma réaction, c'est que le cheminement pour aller au Louvre-Lens, il passe devant le stade. Non mais le cheminement qui vient de la ville et le courant et le flux qui afflue. Non, mais c'était juste une réflexion parce qu'il n'est pas identifié. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est dans votre étude, comment s'est comporté, quelle appréhension vous avez eue de ces deux équipements de proximité, qui sont deux équipements de pratique culturelle et sportive, par rapport au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, sur des lieux intermédiaires sur lesquels on confronte des pratiques totalement sportives et culturelles, et comment ça a pu impacter ou pas votre approche de géographe. C'était juste. Donc c'est quand même une question. C'est le ministère de la Culture qui ne la pose pas, c'est juste le visiteur temporaire. Eh ben, je les ai pas tant interrogés ensemble en fait, à vrai dire. J'ai plutôt interrogé. En fait, j'ai raisonné plutôt comme. Donc, je vais laisser mon masque. J'ai raisonné à l'échelle de carreaux de mine et de cités minières. J'ai raisonné en fonction de grains, comme on dit. C'est le couple, l'association entre le carreau de mine et les cités minières autour. Et moi, ça a été plutôt le point de départ de ma réflexion pour les 4 équipements culturels que j'ai étudiés. Alors oui, le stade Bollaert, il est à 2 minutes à pied, enfin un peu plus, mais ça va assez vite. Culture Commune, c'est aussi à 2 km du Louvre-Lens, c'est 20 minutes à pied. Ça, par contre, c'est quelque chose qui a un peu plus éveillé mon intérêt. Mais parce que le Louvre-Lens et le stade Bollaert ne sont pas des équipements qui communiquent au quotidien en termes de pratiques d'usagers. Il y a peut-être des événements qui se répondent. J'ai parlé de l'exposition des objets de supporters. Il y a aussi depuis quelques années une exposition des artisans d'art locaux au stade Bollaert. Mais il y a des supporters qui réclament la venue de la Joconde, mais c'est assez marginal en fait. Il y a peut-être des parkings communs pour les gens qui viennent au Louvre-Lens, mais en fait, quand vous prenez votre voiture, parce que je l'ai fait de plusieurs manières de venir au Louvre-Lens, mais quand vous prenez votre voiture, vous êtes plutôt incité à vous garer côté Liévin, donc côté nord-est de la parcelle, plutôt que passer par le stade Bollaert, justement, parce que sinon vous passez par le centre-ville de Lens, et qui n'est pas du tout une ville dimensionnée pour des flux comme cela. Ok, mais merci beaucoup en tout cas, c'était une très bonne manière de meubler. Oui, on pourra reprendre de toute manière des questions par la suite pour la première présentation, après la deuxième présentation qui, il me semble maintenant, est prête. Et Ok, donc du coup, on va donc du coup commencer avec la deuxième présentation sur l'ancienne maison de l'Opéra du Caire et son empreinte sur le territoire.
après-midi à toutes et à tous. Désolé pour ces problèmes, mais je remercie chaleureusement le comité scientifique et les organisateurs du colloque d'avoir accepté ma proposition qui porte sur l'empreinte culturelle de l'ancienne maison de l'Opéra du Caire sur le territoire. Dans cette communication, nous tâcherons de poser un regard ponctuel sur l'ancrage territorial de l'ancienne maison de l'Opéra depuis sa construction jusqu'à nos jours, à travers une méthodologie qui prend en compte les analyses architecturales et urbaines, avec des exemples de textes littéraires, nous visons à offrir une meilleure compréhension du lien entre la valeur de ce lieu culturel, pourtant disparu aujourd'hui, et son empreinte durable sur le territoire. Donc, juste avant de commencer, s'il y a des problèmes avec la police, c'est à cause de... C'est un problème technique. Donc, la présentation, elle n'était pas conçue de cette manière. Pour commencer, il convient de dire que l'histoire de l'ancienne maison de l'Opéra du Caire est inséparable de celle du centre-ville du Caire où elle se situe. Là, c'est le centre-ville du Caire. Le centre-ville du Caire a pris son essor depuis la fin du XIXe siècle et représente une grande diversité architecturale et urbaine. Il était souvent considéré depuis sa construction comme le cœur vibrant d'une ville cosmopolite. Le Caire d'Ismaïl, celui qui est à gauche, également la ville nouvelle, la ville moderne, la ville coloniale ou le centre-ville, il fut construit sous l'impulsion du Khedive Ismaïl, vice-roi de l'Égypte. Ismaïl voulait transformer le Caire pour qu'elle soit une capitale digne des plus grandes villes d'Europe. L'idée de construire la ville moderne est née durant l'année 1867, lorsque Ismaïl fait le tour de plusieurs villes européennes en pleine transformation sur une période de plus de 2 mois. À Paris, il observe les premiers travaux de la rénovation de la ville effectués par le préfet de la Seine, le baron Haussmann. Dans ce contexte, le modèle de Paris rénové représente une référence qui répond aux ambitions du Khedive, voulant transformer le Caire en un Paris au bord du Nil. Ismaïl demande donc à Haussmann de lui recommander des architectes, des paysagistes pour la construction de sa nouvelle ville. Là, c'est le Caire d'Ismaïl, le centre-ville du Caire, et le projet de la rénovation de Paris de Haussmann. La modernisation du Caire vise, dans un premier temps, à renvoyer une image parisienne aux invités de tous les pays lors des festivités prévues pour l'inauguration du canal du Suez. Comme on voit sur ces photos, la grande ressemblance entre les quartiers parisiens et les quartiers et ceux du Caire, que Ismaïl consacre tous les efforts à sa construction pendant les 2 années entre 1867 et 1869. Ismaïl, il a dit, mon pays ne fait plus partie de l'Afrique, nous faisons partie de l'Europe désormais. Il est évident que Ismaïl souhaitait offrir l'image d'une ville moderne à ses invités. Cette image de modernité consiste en des figures perspectives, des boulevards, des places en pas de doigts, comme on a vu dans la diapositive précédente. Des édifices monumentaux comme les palais, comme les jardins et les tribunaux, et les lieux de spectacle. Concernant ces derniers, et pour réaliser cette image d'une ville moderne, on a dû installer des nouveaux types de bâtiments inexistants à l'époque en Égypte, comme le cirque, l'hippodrome et l'opéra. L'ancienne maison de l'opéra, nommée à l'époque de sa construction l'Opéra Khedival du Caire, est réalisée en 1869 par l'architecte italien Pietro Avoscani, sur le modèle de Scala di Milano.
Construites presque complètement en bois, ces colonnes sont faites du tronc de palmier renforcé de maçonnerie et de plâtre. Le mobilier est commandé chez Krieger à Paris, le Grand Rideau chez Gatti à Florence. L'opéra pouvait accueillir 850 personnes. Des loges étaient consacrées aux personnalités importantes. L'opéra était caractérisé par la somptuosité et la majesté. D'où venait son appellation l'opéra médiéval, puis royal à l'époque de la monarchie. L'ouvrage est mené tambour battant car il doit être terminé en 6 mois. En juin 1869, Avoscani écrivait « Nous travaillons de 5 heures du matin à 8 heures du soir d'affilée. Nous avons beaucoup de malades dus à des insolations. » Voilà l'intérieur, la grande salle à l'intérieur de la maison de l'opéra. Avant l'inauguration prévue en 1869, le Khedive Ismail souhaite faire appel à un illustre compositeur pour écrire un opéra dans l'intrigue et à la gloire de l'Égypte antique, destiné à inaugurer le nouvel opéra. Giuseppe Verdi accepte la commande en 1870 et commence à mettre en œuvre son opéra Aïda, dont le synopsis a été créé par Merit Pacha, ou Auguste Édouard Merit, qui était égyptologue français à la tête du secteur d'antiquité du musée du Caire. L'authenticité historique est renforcée par Merit dans la conception des décors sur la base des découvertes archéologiques récentes à l'époque. Mais la création de l'opéra de Verdi, initialement prévue en 1870, fut retardée par les événements politiques en Europe. Les décors et les costumes étaient coincés à Paris, alors assiégés par l'armée prussienne. Ce ne sont pas donc les trompettes d'Aïda qui retentissent ce soir-là, mais c'est Rigoletto. Rigoletto, une autre œuvre de Verdi donnée par une troupe italienne, qu'entendront le Khedive, l'impératrice Eugénie, l'empereur François-Joseph, le grand prince de la Prusse, et les princes du Pays-Bas et les 800 autres invités. Quant à Aïda, elle remportera un grand succès lors de sa production le 24 décembre 1871 à l'Opéra Khedival du Caire. Depuis des décennies, de grandes saisons théâtrales se succédèrent dans la maison de l'opéra. Après l'occupation britannique de l'Égypte 1882, la maison de l'opéra a connu une période d'inactivité relative. Par contre, la place où elle se situe, elle a témoigné des grands événements sociopolitiques comme la Révolution 1919 contre l'occupation britannique. On observe sur les photos, les révolutionnaires entourent la statue de Brahim Pacha devant la maison de l'opéra. Et de cette statue, on parlera un peu plus tard. Ils entourent la statue, ils ont mis le drapeau égyptien dans la main de la statue pendant les événements de la Révolution. En 1920, la maison de l'opéra témoignait la première réunion des économistes nationalistes égyptiens organisée par Talat Harb. Le fruit de cette réunion était la création de la première banque égyptienne. Dans les années 40, la maison et la place ont témoigné plusieurs manifestations, comme celle contre le partage de la Palestine par les Nations Unies, décembre 1947. Voilà, ça c'est la maison de l'opéra. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la maison de l'opéra et la place remplie par les manifestants. C'est aussi à la place de l'opéra qu'on organisait les convois des souverains égyptiens et leurs homologues invités, comme le convoi de Khedive Abbas Helmi, là, à gauche, et la visite historique du roi de l'Arabie Saoudite, Abdelaziz Al Saoud, ou les funérailles d'État dont on montre ces 3 exemples de Khedive Ismail, Sultan Hussein et le roi Fouad. Concernant la place
de l'opéra, l'empreinte de la maison de l'opéra au milieu a permis l'installation de plusieurs lieux de loisirs comme l'hôtel Continental, le cinéma opéra, le casino Badia, précédemment Al Fantasio, où on voit une pub montrant une partie d'un programme de danse dans ce dernier. Dans le roman Qit'a min Europa, en français Morceaux d'Europe, de Radwa Achour, publié 2005, on trouve des descriptions détaillées de la ville moderne depuis sa construction. Le narrateur Al-Nazir, qui est un mot arabe signifiant l'observateur, lors de sa visite à la place d'opéra, il nous raconte « Voici l'opéra, un morceau entier d'Europe ». Pendant la période de l'occupation britannique, la maison et la place de l'opéra étaient considérés comme des morceaux de territoire appartenant au monde occidental, ce qui a provoqué sans aucun doute des sentiments d'hostilité, voire de la haine, de la part de la majorité de la population. Cette hostilité s'est révélée lors des grandes manifestations de la Révolution 1919, puis les grands événements des années 40, jusqu'à son apogée lors du grand incendie du Caire, 26 janvier 1952. Pendant ce jour, nommé le Samedi Noir ou la catastrophe urbaine, et suite à des affrontements entre les policiers égyptiens et les forces armées britanniques dans la ville d'Ismaïlia, vers Canal de Suez, les manifestations massives en toute la capitale se dirigent vers le centre-ville et la colère règne. Vers midi, un groupe de manifestants anonymes pénètre dans le casino Badia, celui qu'on a vu la photo là, et y met le feu. À partir de ce moment, la foule cible la plupart des biens des étrangers. En quelques heures, la ville européenne du Caire devient la proie des flammes. Malgré cela, la maison de l'opéra n'a pas été touchée par l'incendie, grâce à sa valeur emblématique dans la mémoire collective des Égyptiens. L'incendie du Caire était le moment clé qui a sonné le glas du système politique et social en Égypte. 6 mois plus tard, Nasser, à la tête d'une organisation clandestine nommée les Officiers Libres, conduit un coup d'État en juillet 1952 contre la monarchie. Un an plus tard, la monarchie est renversée et la première république égyptienne est constituée. Ici, on voit la foule sur la place de l'Opéra célèbre la constitution de la première république dont le drapeau flotte sur la maison de l'Opéra. Pendant les années Nasser, le processus de l'égyptianisation devient un projet national. Nasser adopte une version socialiste et panarabiste de l'égyptianisation. Or, les aspects de l'égyptianisation ont un impact sur les caractères européens du centre-ville. Par exemple, certains panneaux des rues et des magasins écrits en français ou en anglais sont remplacés par des panneaux en langue arabe. Les statues appartenant aux figures monarchistes, comme celui de Suleiman Pacha el-Fransawi, le français, a été enlevé et remplacé par d'autres représentants des figures nationalistes, comme celle de Talat Harb. Donc, la statue de Suleiman Pacha a été remplacée par Talat Harb, l'économiste égyptien, en 1964. Malgré cela, on trouve que la statue d'Ibrahim Pacha, située devant la maison de l'Opéra, fait partie des rares exceptions. Ibrahim Pacha est un souverain égyptien et le père de Khedive Ismail, le constructeur de la ville moderne. Sa statue est la seule à ne pas être enlevée parmi celles de la famille royale. On croit que les nouveaux maîtres de pays ont trouvé que la statue au centre de la place fait partie des éléments principaux constituant cette dernière et décide de la garder. D'ailleurs, le nom officiel de la place à l'époque de la monarchie était Ibrahim Pacha, place d'Ibrahim Pacha, mais elle est connue pour les Égyptiens sous le nom de l'Opéra. L'égyptianisation aussi a affecté les usages dans le centre-ville. Les établissements de loisirs réservés aux étrangers deviennent des installations récréatives pour les Égyptiens. Certaines salles de cinéma, autrefois spécialisées dans les films étrangers, commencent à diffuser des films arabes.
Quant à la Maison de l'Opéra, elle répond également aux besoins de nouveaux paradigmes sociopolitiques en programmant des ballets folkloriques et des chanteurs populaires à la place des concerts symphoniques et les spectacles d'opéra. Et ici, on voit une photo sur la place de l'Opéra où on voit des décorations, des slogans nationalistes et c'est marqué le panarabisme, intégration politique et assurance sociale. Mais les nouveaux usages de la Maison de l'Opéra ne dureront malheureusement pas longtemps. Le début des années 70 est marqué par un événement important. Il s'agit d'un jour triste pour le patrimoine architectural du XXe siècle. Le 29 octobre 1971, la Maison de l'Opéra est ravagée par un incendie causé par un court-circuit. Le bâtiment, dont la plupart des salles sont construites en bois, comme on a déjà évoqué, brûle plusieurs heures durant et est détruit totalement. Il ne s'agit pas seulement de la disparition d'un monument important, mais aussi la destruction d'un grand nombre de décors, de costumes rares, des anciens tableaux de peinture, d'instruments de musique et de centaines de partitions de musique, surtout celles contenant tous les détails de l'œuvre originale d'Opéra Aida, écrite à la main par Verdi. Bien que la caserne des pompiers soit à 2 pas du bâtiment incendié, mais l'intervention de ceux-ci a eu lieu très tardivement, au point que l'incendie a duré 6 heures. Au-delà de la valeur architecturale du bâtiment, de ses meubles et de ses équipements, l'incendie de l'Opéra représente une vraie perte des mémoires, datant de l'époque du Khedive Ismail. Sur ces souvenirs brûlés, l'urbaniste Galil Al-Qadi commémore le jour de l'incendie. Quand j'ai appris la nouvelle à 14 heures, j'étais à 500 mètres de lieu de désastre. J'étais révolté et j'ai pleuré comme à la perte d'un être cher. Le grand théâtre où j'ai posé mes petits pas à l'âge de 11 ans, lors de la représentation d'une pièce tirée d'un roman de Naguib Mahfouz, où je me rendais suivant un rituel annuel à l'occasion de la visite de la Comédie Française au Caire, qui présentait des pièces de Molière, venait de disparaître sous les flammes. Quant au narrateur du morceau d'Europe, Al-Nazir, il raconte ses souvenirs au moment de fait. Je l'ai vu brûler. Était-ce un jeudi ou un vendredi? Je ne m'en souviens plus. Mais je me souviens que ce jour, j'avais emmené mes filles voir un spectacle au théâtre des marionnettes. Je me suis rendu compte du bruit de la sirène des pompiers et je me suis mis avec mes filles sur le territoire à la périphérie de Parc Azbakeya. Nous avons regardé le bâtiment brûler pendant un quart d'heure jusqu'à une de mes filles me dise « Papa, nous allons être en retard au spectacle ». Les causes de l'incendie de la Maison de l'Opéra restent aujourd'hui un sujet de débat. Certains historiens affirment que l'incendie est un résultat de la défaite de l'armée égyptienne à la guerre de 6 jours, juin 1967. Certains adoptent la théorie de la conspiration. Et finalement, la gravité de cet incident, de cet événement, et dans la mémoire collective des Égyptiens est comparée à celle du grand incendie du Caire 1952 en affirmant parce que les deux incendies ont été planifiés dans un objectif purement politique afin de déstabiliser la capitale et renverser le régime au pouvoir. Après cet incendie, le Caire ne possédera plus de maison d'opéra pour une période de 17 ans jusqu'à la construction de la nouvelle, construite en 1988 à Al-Ghazira, un autre quartier Kairat. Quant à l'emplacement de la maison de l'opéra, incendiée a été occupé par un parking à ciel ouvert nommé le parking de l'Opéra pendant des années avant d'être transformé en un garage à étages qui sera inauguré par le président de la République en 1986. En ce qui concerne le nouveau bâtiment construit à la place de l'Opéra, les réflexions d'Al-Nazir se poursuivent. Je commence à regarder le nouveau bâtiment construit à l'emplacement de la maison de l'Opéra, un bâtiment isolé qui ne respecte pas son contexte. Sur la façade, une grande bannière indiquant gouvernorat du Caire, bâtiment commercial et garage de l'Opéra. Quand une de mes filles m'amène au Théâtre National, elle gare sa voiture dans ce bâtiment. La disparition de l'ancienne maison de l'Opéra était le début d'une série de remplacements des anciens bâtiments qui faisaient partie de la place Opéra, comme le Casino Badia qui a été remplacé par l'Opéra Mall, alors que le cinéma ouvert Opéra a fermé ses portes.
Les aspects de dégradation de la place sont nombreux, mais on note surtout la construction de nouveaux bâtiments qui ne correspondent pas avec le contexte historique. Le lieu de mémoire sont remplacés par la place, des nouveaux usages, les shopping malls considérés comme des grandes masses ne portant aucune valeur architecturale. Pour terminer, les représentations littéraires portant sur l'ancienne maison de l'opéra, sa place et les autres lieux qui s'y trouvent montrent l'importance de l'empreinte de ce lieu qui témoigne l'essor de la ville moderne, sa transformation puis sa dégradation. Les liens entretenus entre la maison de l'opéra étant un symbole urbain créent des points d'influence qui représentent à la fois des monuments de leur époque, des indices d'une situation politique et des lieux d'expression de la population. L'empreinte de l'ancienne maison de l'opéra reflète l'image du centre-ville au début de sa nouvelle ère capitaliste. Cumule son histoire profonde depuis sa construction au milieu du XIXe siècle. Elle représente 4 facettes essentielles. L'expérience de la modernisation à l'époque d'Ismaïl, la lutte contre la domination étrangère jusqu'à l'incendie du Caire, le processus de l'égyptianisation du capital sous Nasser et finalement l'incarnation personnelle du rêve capitaliste de l'américanisation. En somme, l'ancrage territorial de l'ancienne maison de l'opéra témoigne de l'histoire sociopolitique et culturelle de pays et fixé dans la mémoire collective des Égyptiens jusqu'à nos jours. La plupart des Égyptiens, y compris ceux qui sont nés après l'incendie de la maison de l'opéra, se lamentent sur sa perte. Alors, ils se sont consolés en donnant le nom de l'opéra à tout ce qui est lié à la place où elle se situait, comme le parking, le garage et le mall. Les événements politiques qui ont entraîné du vandalisme comme le grand incendie du Caire n'ont pas pu toucher ce lieu culturel vu ses charges symboliques et sa valeur architecturale. Finalement, l'art de l'opéra bien que l'art de l'opéra ne soit pas d'origine égyptienne et qu'un très faible de la population s'y intéresse, l'ancienne maison de l'opéra du Caire nous semble dépasser les origines et le goût pour l'art. Malgré l'existence de la nouvelle maison de l'opéra et celle à inaugurer en 2022 à la nouvelle capitale administrative, l'empreinte territoriale de l'ancienne maison de l'opéra continue à faire effet dans la génération qui a été témoin de l'importance de ce lieu culturel, de même que dans celles qui suivent jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour ces présentations. On a le temps de prendre quelques questions, je pense, avant de terminer. Non, on n'a pas le temps. Même pas une. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, très rapidement, une question pour Camille Mortelette. Donc, sur les 2 équipements culturels avec des dimensions et des histoires différentes, j'ai pas très bien compris, mais je voulais que vous m'assuriez, peut-être d'autres personnes qui pourraient avoir eu le même questionnement que moi. Si j'ai bien compris, Culture Commune, selon vous, en tout cas de votre expertise sur le territoire, aurait ou a une empreinte civique plus importante que le Louvre-Lens. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris ? Serait davantage ancré dans le territoire. Et une autre question, selon vous, mais si vous pouviez répondre, est-ce que Culture Commune aurait quelque chose à apprendre du Louvre-Lens et réciproquement, en termes d'ancrage et d'aller vers les publics avec toutes les actions de médiation qui peuvent induire l'empreinte dite civique. Merci. Alors, j'ai plus ou moins compris mal compris des négations, mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que moi, dans ma thèse, avec mon cadre théorique de l'époque, je montrais bien que le Louvre-Lens et Culture Commune, ce sont déjà 2 projets très différents, et que Culture Commune, depuis son existence, est intrinsèquement liée à l'histoire minière, à l'histoire populaire, et à l'histoire culturelle aussi, parce que Chantal Lamarre, la directrice historique, était une actrice majeure dans le territoire sur le plan des politiques culturelles.
mais que j'avais voulu réinterroger mon terrain avec de nouveaux éléments qui me sont encore pas entièrement familiers finalement. Et je montrais que la manière dont moi je les comprends, la manière dont moi je me suis dit l'ancrage territorial, tendrait à montrer, comme ça a été le cas ici, que comme le territoire a tendance à accueillir de manière moins volontariste, moins enthousiaste culture commune par rapport au Louvre-Lens, bah peut-être que ça voulait dire ce que vous venez d'évoquer. Mais du coup, c'est pour ça que je disais que justement, peut-être que le terme d'ancrage territorial était adéquat pour le Louvre-Lens, mais peut-être que le terme d'empreinte, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, on va dire, quasiment, s'adaptait mieux à culture commune et répondait mieux à ses missions politiques, citoyennes, culturelles, avec une vision militante de la culture et des politiques culturelles. Et donc je pense que c'est plutôt le Louvre-Lens qui a beaucoup de choses à apprendre de culture commune, et je pense que la manière dont Marie Lavandier, la nouvelle directrice, et ses équipes tentent de faire évoluer l'intégration du musée au territoire montre bien justement qu'il s'inspire plutôt de culture commune que l'inverse. Voilà. Ok, je crois qu'on n'a pas le temps du coup pour une deuxième question. C'était 18h, on est un peu en retard, on a commencé un peu en retard. Ok, bon bah ça marche. Bah, dans tous les cas, il y a donc un temps libre avant les deux spectacles par la suite pour ceux qui ont réservé leur place pour les deux spectacles. Donc c'est des choses dont vous pouvez évidemment rediscuter dans le hall sur l'ensemble de ces présentations. Merci beaucoup. Et donc du coup, on se retrouve a priori pour donc ceux qui viennent demain à Évry pour la suite du colloque à partir de 8h30 pour l'accueil café et de 9h pour l'ouverture de la journée.